Bonjour, bienvenue à l'École des Ponts ParisTech pour cette 12e matinale des ponts consacrée à la finance verte. La session va durer 1h30, questions comprises. Je vous remercie pendant les interventions de conserver vos micros et caméras désactivés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Elles seront traitées soit au fil de l'eau, soit lors de la session questions-réponses qui aura lieu à partir de 10h45. Cette séquence est enregistrée à des fins de rédaction d'un compte-rendu qui sera diffusé sur le site de l'école. Aussi, si vous souhaitez conserver l'anonymat, veillez à adapter vos identifiants. Je vous souhaite une excellente matinale des ponts qui démarre avec l'introduction de Madame Sophie Mougard, directrice de l'École des ponts ParisTech. Merci Marie-Christine. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, malheureusement, une matinale des ponts qui est à nouveau en distanciel et nous savons que l'une des richesses de ces matinales, c'est aussi les échanges qui peuvent avoir lieu avant et puis après la séquence proprement dite. Néanmoins, je pense qu'elle sera malgré tout très riche puisque nous avons une ambition double, nous permettre de mieux saisir les enjeux de la finance verte et puis que nous puissions voir ensemble comment est-ce que ces dimensions sont prises en compte dans l'exercice de vos activités. Voilà, et nous souhaitons donc vous donner l'opportunité d'échanger avec des experts sur un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité. On l'a vu, multiplication des instruments de prêt aux États, aux entreprises, un soutien qui est de plus en plus affirmé pour investir dans la transition énergétique, qui amène parfois à la création de nouveaux standards de mesure des impacts. C'est un secteur, cette finance verte, qui est en pleine ébullition. Si l'on regarde juste le marché des green bonds ou obligations vertes, plus de 250 milliards de dollars sur la seule année 2020, 1000 milliards en cumulé. Il y a encore quelques jours, en France, une émission du Trésor pour 7 milliards d'euros, pour laquelle la demande des investisseurs a été 5 fois supérieure à cette offre. Cette nouvelle approche de la finance, elle est aussi, on l'a vu, au cœur du Green Deal que l'Union européenne propose, qui s'attache par ailleurs à essayer de créer une sorte de taxonomie de cette finance verte. Alors, notre école, l'École des ponts ParisTech, qui est l'école de la transition énergétique et du développement durable, s'est évidemment emparée de ces sujets à travers nos activités de recherche, à travers sa formation d'ingénieur, mais également nos masters spécialisés et depuis la rentrée 2020, le doctorat des ponts. Et c'est ainsi que a été créé à la rentrée dernière, à la rentrée 2020, une troisième année, un parcours de troisième année au sein du cycle ingénieur qui est entièrement consacré à la finance verte, intitulé Sustainable and Green Finance. C'est un enseignement qui est proposé en anglais et c'est un programme qui se veut pluridisciplinaire, qui prend en compte bien sûr les sciences de l'ingénieur, mais qui prend également en compte les sciences économiques et la finance. Et l'objectif, c'est de former des spécialistes de ce sujet qui vont pouvoir, au sein des grandes entreprises, au sein des banques, des assurances, développer de nouveaux programmes, de nouveaux projets. Et ce cursus de troisième année est piloté, opéré par le département Sciences économiques, gestion, finance, dont le président Franck Bancel intervient aujourd'hui parmi notre panel. Mais l'école produit également une recherche au service de la transition écologique énergétique à travers ses laboratoires. Je vous en donnerai une illustration. En 2020, 65% des publications de nos laboratoires concernaient directement 13 des 16 objectifs du développement durable tels que l'ONU les retient. On atteint 14 lorsqu'on s'intéresse par exemple à la recherche que mène le CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui apporte un soutien important à la recherche économique sur l'environnement, et notamment sur les aspects financiers, y compris pour les ménages, et je suis ravie et je le remercie vraiment, des travaux que Louis-Gaëtan Giraudet, chercheur de l'École des ponts au CIRED, mène sur l'impact des prêts bancaires pour la rénovation énergétique des logements,
Je voudrais signaler que ces publications lui ont valu d'être lauréat du prix Jeune chercheur de la Banque de France pour la finance verte. Alors, ce qui nous apparaissait important, c'est aussi de diffuser ces connaissances qui sont acquises par les avancées de la recherche. Et c'est la raison pour laquelle l'école va renouer avec une tradition qui est la tradition des annales des ponts et chaussées, en consacrant un premier numéro, ce tout premier numéro de notre revue qu'on a décidé de baptiser Transition, donc qui renoue avec cette tradition des annales, des ponts et chaussées. Et ce premier numéro donc, va être consacré à la finance verte. Il réunit 25 auteurs sous la coordination scientifique de Franck Bancel, que je remercie encore de cet investissement tout particulier. Il sortira en mai prochain et je fais un peu de teasing puisqu'il sera suivi d'une conférence à l'école le 8 juillet prochain sur ces sujets. Enfin, par ailleurs, vous savez, à l'appui de nos matinales, nous avons pris l'habitude de produire un cahier des ponts. Et à l'instar du précédent qui a été consacré à la résilience urbaine, nous proposons que le prochain cahier des ponts, édité à la suite de cette matinale, traite de la finance verte. Il reprendra, il prolongera les interventions des experts et des intervenants de cette matinale. Et puis, bien sûr, j'ai évoqué les chercheurs, les enseignants-chercheurs, mais à travers ces matinales, vous le savez, nous souhaitons donner la parole également aux acteurs économiques et aux régulateurs dans un dialogue fructueux avec les chercheurs. Et je voudrais tout particulièrement remercier nos invités qui ont accepté de se livrer ce matin à cet exercice. Madame Charlotte Roule, directrice générale d'Engie Chine et vice-présidente de la Chambre de commerce Europe-Chine. Monsieur Arnaud Jacquemin, CEO de Société Générale Luxembourg, membre du comité de direction du groupe Société Générale, et monsieur Michel Cardena, conseiller senior à I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat. Voilà, je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à Pierre-Olivier Rouault qui animera nos échanges et je vous souhaite une belle matinale. Merci. Madame la directrice, merci. On va essayer de compresser un petit peu pour rattraper le temps que nous avons perdu au début. Donc, je ne vais pas faire d'introduction. Je vais juste, donc, vous avez cité les noms des intervenants. Le sujet est extrêmement riche. Je crois que l'important, c'est que ceux-ci s'expriment. Et sur ce sujet qui, effectivement, est important, c'est qu'on peut vous inciter quelques chiffres. J'en citerai un dernier avant de passer la parole à Franck Bancel. Cette finance verte s'inscrit dans le cadre plus large de la finance responsable. Alors, il y a plein d'acceptions différentes, de définitions diverses et variées, qu'on estime à 31 000 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est toute la finance ESG, compartiment qui se développe fortement, sur lequel il y a aussi des problèmes de classification, hein, vous l'avez évoqué. On parlera largement des sujets de référentiels, de normes et autres, de taxonomie européenne, puisque c'est vraiment au cœur du sujet en ce moment, notamment sur les comparaisons des différentes énergies, avec gaz, nucléaire, etc. Voilà. Donc, un petit mot de mode d'emploi. Donc, je vais faire un premier tour de table avec nos 5 invités, environ 5 minutes chacun. Et ensuite, donc, ils nous présenteront leurs enjeux et leur approche du sujet. Et ensuite, on aura une formule de débat autour de 3 grandes questions sur l'impact de la finance verte sur l'économie et comment l'une et l'autre se marient. Les compétences et la recherche, Madame Hougar en a parlé avec Monsieur Giraudet notamment, et ensuite, je l'évoquais à l'instant, la question de la régulation, hein, qui est vraiment un sujet d'actualité, puisqu'il y a une forme de flou assez grand qu'il va falloir adresser, si on peut dire. Très bien. Donc, Franck Bancel, merci beaucoup. Donc, Madame Hougar vous a présenté, je ne le refais pas. Vous avez créé ce département, cette 3e année consacrée à la finance verte, Sustainable Finance. Vous êtes interrogé à ce moment-là sur ce sujet-là. Quelle est votre définition de la finance verte et comment vous avez adressé cette thématique, s'il vous plaît? Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Bancel, je suis président du département SEGF et également professeur à l'école des ponts. Donc, je suis arrivé à l'école il y a 2 ans pour monter ce projet Finance verte.
Pourquoi on a fait ce projet et quel était le sens de ce projet? Première chose, évidemment, comme l'a rappelé Sophie Mougard, l'école des ponts, c'est l'école de la transition énergétique. Donc, ce programme avait toute sa place dans la stratégie de l'école. Et puis, moi qui suis financier, j'observais depuis un certain temps des besoins nouveaux, des demandes nouvelles, des comportements nouveaux des entreprises. Et c'est sur ce point que je voudrais passer les quelques minutes de cette introduction préliminaire en ce qui me concerne. Alors, qu'est-ce qu'on observe du côté des entreprises? D'abord, les grandes entreprises ont pris des engagements pour réduire leurs émissions. Ça veut dire qu'elles sont en train de travailler et de réfléchir à leur modèle économique pour s'améliorer. Ça veut dire qu'elles sont en train de définir de nouveaux processus de production. Ça veut dire qu'elles sont en train aussi de donner plus d'importance aux directions du développement durable, qui s'affirment, qui font partie des COMEX, qui ont aujourd'hui leur mot à dire dans la plupart des décisions, des investissements. Et ça veut dire aussi qu'elles sont en train de revoir leur processus d'achat et de diffuser leurs pratiques auprès de leurs sous-traitants. Ça veut dire qu'on est en train d'assister à un nouveau moment où les grandes entreprises ont bien conscience que pour améliorer leur performance environnementale, elles doivent aussi diffuser auprès de leurs sous-traitants leurs pratiques. Donc il se passe des choses du côté des entreprises. Certains pourraient trouver que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas, c'est une réalité. Les entreprises se sont emparées de ce sujet et font des efforts importants, à mon sens. Du côté des banques, depuis les accords de Paris, les banques sont évidemment concernées, les banques et les marchés, par la transition énergétique, parce que les accords de Paris expliquaient que les flux financiers devaient être en partie réorientés vers ce type d'objectif. Les banques sont également au cœur de cette actualité parce qu'elles doivent faire des stress tests climatiques, parce qu'elles doivent justifier dans leurs activités de gestion portefeuille la politique environnementale qu'elles suivent. Et puis surtout parce qu'elles ont conscience que leurs clients qui ne seraient pas inscrits dans un mouvement visant à améliorer leur empreinte environnementale seraient des clients risqués. Et donc on assiste doucement, par l'intégration dans les modèles de crédit, de la question environnementale. Et puis plus largement, les banques font du conseil auprès de leurs clients, parce que les banques sont persuadées que si les clients ne prennent pas en compte ces dimensions, petit à petit, ils seront exclus des dispositifs de financement. Et petit à petit, ils pourront plus simplement se financer sur les marchés ou même auprès des banques. Donc, là encore, on peut toujours considérer que les choses ne vont pas assez vite, mais le mouvement est enclenché et un point de bascule s'est opéré qui fait que les décideurs, les grandes entreprises, les investisseurs, les banques ont conscience de cette problématique et l'adressent au premier chef. Une autre raison très importante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal à recruter des jeunes diplômés de très bon niveau si vous n'êtes pas à minima concerné par ces problématiques. Et ça, c'est quelque chose de très fort à l'école des ponts, mais peut-être parce que l'école des ponts est au centre des enjeux de transition énergétique, mais c'est vrai également dans d'autres écoles où on voit bien que la modernité a basculé. Si vous expliquez que tout ça ne vous intéresse pas, vous ne recrutez personne, ou en tout cas pas les meilleurs profils. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, de très important, de comprendre que la bascule a eu lieu et qu'aujourd'hui, les grands corporates, les investisseurs, les banques sont concernés par cette problématique. Évidemment, pour un département d'économie-finance, dans une école qui s'intéresse à la transition énergétique, il était légitime de repositionner notre troisième année dans cette direction, et c'est ce que nous avons fait. Hein. Alors bien évidemment, on va en reparler ce matin, et c'est qu'une introduction, c'est un domaine en cours de développement. C'est-à-dire que la définition elle-même n'est pas calée. On peut parler de finance climat et se restreindre aux enjeux climatiques. On peut l'élargir à l'ISR et introduire des critères des critères ESG. Donc, évidemment, il y a des enjeux de taxonomie, il y a des enjeux de définition, il y a des enjeux de pratique, il y a des enjeux de mesure. Donc, c'est un champ en pleine construction, mais c'est important que l'école des ponts s'inscrive dans ce champ et contribue à son développement, ce que nous faisons dans le cadre de notre programme de troisième année et dans les autres programmes, comme l'indiquait Sophie Mougard.
voilà pour mon introduction, j'espère que j'ai Très bien, respecté les 5 c'est minutes. parfait, vous avez fait 5 minutes, ce que je vous aurais attribué. Merci, merci. Alors, on va basculer dans un autre, enfin, dans le même univers, mais du côté des acteurs de marché et des acteurs de la finance, avec Monsieur Jacquemin. Donc, vous êtes directeur général de la Société Générale Luxembourg, on l'a dit, notamment, membre du comité de direction du groupe aussi. Quelle est tout simplement l'approche climat d'une grande banque aujourd'hui? Monsieur Bancel a esquissé les enjeux et comment vous le vivez d'abord à la fois comme émetteur pour vos propres besoins et puis comme voilà, financeur à travers vos différentes branches, que ce soit pour les particuliers ou les corporates. Merci. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. On vous entend très bien, M. Jacquemin. Merci. Parfait, impeccable, tant mieux. Oui, merci infiniment de me donner l'occasion d'intervenir dans cette matinale. Ce sujet est absolument clé. Franck Bancel, tout à l'heure, décrivait tous les enjeux pour les entreprises. Et une banque, c'est une entreprise comme une autre. Et nous avons le souci, et depuis longtemps à la Générale, de participer à ces efforts et avoir une action concrète en matière d'impact sur le climat. Mais une banque, c'est aussi une entreprise très particulière en ce sens que les banques sont au cœur du financement de l'économie. Et comme ça a été souligné par Sophie Mougar et Franck Bancel, les enjeux de financement de la transition énergétique sont absolument phénoménaux. Alors, il y a des chiffres qui circulent un petit peu dans tous les sens, des ordres de grandeur qui varient beaucoup, mais on est dans des ordres de grandeur de trillions de dollars sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, en tant que banque, nous avons je dirais, une responsabilité particulière qui est d'orienter les flux d'épargne, les capacités de financement vers les bons investissements permettant, je dirais, d'avoir un impact positif. À la Générale, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est des actions qu'on a commencées il y a fort longtemps, puisque nous avons travaillé avec les Nations Unies depuis la décennie 2000 pour commencer à définir ce que pouvait être, par exemple, la notion de finance à impact positif, dans le cadre, par exemple, de financement de projet. Et c'est d'ailleurs une activité dans laquelle, à titre personnel, j'ai commencé dans les années 90, justement pour de façon concrète, en fait, mesurer l'impact des financements des projets que nous financions. En tant qu'entreprise également, en fait, on a eu des actions il y a depuis un certain temps. On a commencé à la Générale à mettre en place en interne une taxe carbone interne dès la décennie 2000, de manière, là aussi, à mesurer nos propres émissions de carbone par nos déplacements, par nos immeubles, par la consommation de nos centres informatiques, etc. Et cette taxe carbone permettant de financer des projets d'optimisation proposés par nos employés. Donc, c'est des considérations qu'on a depuis très longtemps à la Générale, dans un certain nombre de banques. Mais c'est vrai, comme le disait Franck, il y a vraiment une accélération depuis les accords de Paris. Et avec des efforts très importants, donc une prise de conscience plus forte encore, des efforts très importants je dirais, proactif pour rediriger de façon plus concrète les flux, pour mesurer également de façon plus précise les impacts, de manière à accélérer ce mouvement. Et donc, je suis très heureux de pouvoir en dire un petit peu plus aujourd'hui lors de cette conférence. D'accord. Et juste pour compléter, vous avez au sein de vos opérations de financement, de votre direction de financement ou direction corporate, vous avez des équipes dédiées ou on en reparlera tout à l'heure, mais rapidement? Oui, alors, on a évidemment des équipes qui sont dédiées à ce type de sujet.
à imaginer le type de financement, d'évolution des modes de financement à mettre en place, travailler par exemple sur la structuration de green bonds, travailler surtout à l'affinement des méthodologies d'évaluation des impacts, etc., etc. Mais l'un des grands enjeux qu'on a en ce moment, c'est vraiment ce que je pousse beaucoup en interne et ce que toute la direction générale pousse, c'est le fait d'intégrer de plus en plus nativement dans nos stratégies, dans nos produits, mais également dans tout le dispositif d'évaluation du risque que nous prenons, parce que notre métier, c'est de prendre du risque, hein, d'intégrer nativement en fait la dimension verte et plus généralement l'aspect durabilité en fait. Donc, si vous voulez, oui, il y a toute une série de spécialistes qui sont particulièrement, je dirais, en charge de développer méthodologie, etc. Mais l'idée, c'est que de plus en plus, nativement, nos différents collaborateurs prennent en compte cette dimension dans leur activité au quotidien. Voilà. D'accord. C'est quelque chose qui doit diffuser et qui diffuse d'ailleurs de plus en plus. Il y a vraiment une accélération très forte depuis 4-5 ans. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ces propos liminaires. Donc, on va re-switcher dans un autre univers, mais même si la finance et la banque au premier chef et la générale en fait partie, est fortement concernée par votre sujet d'étude. Donc, Louis Gaëtan Giraudet, Sophie Mouga vous a mentionné. Donc, vous êtes chercheur en économie à l'UNPC et à l'École des Ponts et au CIRED, spécialisé sur la problématique de la performance, du financement de la performance énergétique au niveau des ménages, notamment les sujets d'isolation du bâtiment, que ce soit en collectif ou en individuel. Donc, expliquez-nous d'abord ce que vous faites, ce qui vous a valu la distinction de la Banque de France que la directrice générale a souligné tout à l'heure, et quelle est l'importance et la connaissance sur l'impact de cette finance de proximité, si je puis dire, sur les prêts verts, qui connaît de nombreuses vicissitudes au gré des alternances et des sessions législatives. Voilà, merci. Bonjour et merci pour votre introduction. Donc, effectivement, moi, dans ce qu'on peut appeler le grand système de la finance verte, je me situe vraiment en bout de chaîne, puisque j'étudie comment le financement parviennent aux ménages, et notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, donc ce qui est fondamental, puisque une rénovation énergétique, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, dans ce contexte, les besoins de financement sont absolument essentiels. Donc, je m'intéresse à la fois au marché privé, enfin au sens non vraiment soumis à des politiques particulières, comme le crédit à la consommation, et je m'intéresse aussi aux politiques publiques de prêt, type l'éco-prêt à taux zéro. Et dans les deux cas, je dirais qu'on voit on est encore dans une situation qui n'est pas encore assez favorable à la transition énergétique. Donc, si je regarde d'abord le marché du crédit à la consommation, avec des collègues, on a enregistré pendant 2 ans les taux d'intérêt offerts par les banques sur les crédits à la consommation et comment ces taux d'intérêt variaient en fonction de la destination du prêt, selon qu'on veut acheter par exemple une voiture ou emprunter pour des besoins de trésorerie, etc. Et ce qu'on a observé, c'est que quand la destination du prêt est une rénovation, les taux d'intérêt ont tendance à être plus élevés, et d'autant plus si c'est une rénovation énergétique. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif. Oui. Une rénovation énergétique, ça fait économiser de l'argent et donc ça accroît la solvabilité d'un ménage. Et ce qu'on observe, c'est l'inverse. Donc il peut y avoir toutes sortes de raisons. La première raison, c'est que les banques, finalement, comme beaucoup de personnes, ne croient pas vraiment à la rentabilité des rénovations énergétiques. On sait que c'est très décrié, il y a beaucoup de problèmes de malfaçon, etc. Donc, il y a un risque inhérent à ce marché que peut-être les banques internalisent. Il peut y avoir aussi
des stratégies plus purement bancaires qui consistent à différencier les taux d'intérêt. Enfin, comme l'a dit M. Jacquemin, les banques sont des banques, mais sont aussi des entreprises comme les autres. Et la différenciation par les prix peut avoir lieu sur les prêts bancaires aussi. Et par exemple, quand on observe que les prêts pour les rénovations ont des taux d'intérêt plus élevés que les prêts pour les véhicules, par exemple, on peut se dire que c'est parce que la banque suppose que la personne qui investit dans une rénovation est plus riche. Donc ça, c'est pour le crédit à la consommation. Et en ce qui concerne l'éco-prêt à taux zéro, donc vous savez que depuis 2009, on peut emprunter de l'argent gratuitement jusqu'à 30 000 € pour effectuer une rénovation énergétique. Ça, c'était vraiment la politique, c'était le fer de lance du Grenelle de l'environnement. Et à son lancement, Jean-Louis Borloo, qui était le ministre de l'époque, avait annoncé une montée en puissance de l'instrument qui, au bout de quelques années, financerait 400 000 rénovations par an. Oui. Et ces dernières années, on était plus à 40 000 et puis ça a doucement diminué jusqu'à 20 000 rénovations par an. Donc, on est très loin de ce qu'on espérait avec cette politique. Alors là encore, nous, on s'interroge sur les barrières qui peuvent exister à la fois du côté de l'offre et la demande. Du côté de l'offre, une fois de plus, on sait que dans la mesure où les banques peuvent aussi vendre, puisque c'est via une banque qu'on obtient un éco-prêt à taux zéro, quand les banques peuvent, dans le même temps, vendre un crédit à la consommation pour une rénovation plutôt qu'un éco-prêt à taux zéro, évidemment, c'est plus intéressant pour elles. Donc, elles ont tendance à plutôt mettre en avant leurs offres de prêt maison. Et puis, du côté de la demande, évidemment, on sait qu'il y a une forme d'aversion à la dette des ménages ou d'autres problèmes qui peuvent être cognitifs, c'est-à-dire qu'en fait, quand les ménages ont le choix entre une subvention et un prêt bonifié, ils vont préférer la subvention dont la rentabilité est beaucoup plus tangible que celle d'un prêt. Parce que c'est finalement plus difficile, moins intuitif de calculer la rentabilité d'un prêt que celle d'une subvention. Donc, tous ces phénomènes font qu'on a très peu d'éco-prêts à taux zéro, pas du tout assez par rapport à ce qui serait nécessaire. Et c'est vraiment important de corriger ces problèmes, puisque c'est par exemple que la Convention citoyenne pour le climat recommandait de généraliser les éco-prêts à taux zéro, y compris à d'autres domaines comme l'achat de véhicules. Je pense que pour que ce soit réalisable, il faut vraiment revoir ces politiques. D'accord. Évoquer les solutions. Merci beaucoup pour cette déclaration. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Je vais demander à Gilles Robin, s'il vous plaît, de couper votre caméra. Merci. Alors, l'intérêt de cette matinale, c'est qu'on fait des sauts de puce ou des sauts de géants à la fois thématiques et spatiaux. Donc, je vais passer la parole à Charlotte Roule, qui nous appelle, avec qui on est en contact depuis Shanghai. Donc, vous êtes directrice générale d'Engie Chine et également, ce qui est important, vice-président de la Chambre de commerce Europe-Chine, qui a un rôle assez clé dans le dialogue entre les entreprises européennes et les autorités chinoises, que ce soit au niveau des provinces ou de l'État. Voilà, donc j'ai envie de vous... Bon, Engie, c'est une entreprise énergétique parmi les premières au monde. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça veut dire la finance verte dans un groupe comme le vôtre et comment vous l'utilisez, Vous avez été amené notamment à émettre des green bonds et après on parlera des sujets plus spécifiques, si vous voulez bien, liés à la Chine et aux problématiques dans lesquelles vous inscrivez comme entreprise et ce que vous pouvez observer en termes de régulation notamment. Merci. Ok, merci beaucoup et bonjour à tous.
Donc effectivement, Engie, c'est une société d'infrastructure énergétique bas carbone, zéro carbone. Donc on s'est vraiment engagé dans cette démarche. Et du coup, pour nous, la finance verte, c'était un peu une évidence. Ça a été mentionné au début par Franck Bancel, la demande qui a émergé d'un certain nombre d'acteurs, le côté assez spontané et naturel de s'inscrire là-dedans faisait complètement sens compte tenu de notre approche que nous avons formalisée en plus à travers une raison d'être. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment, on est complètement dans la transition énergétique et donc notre activité est vraiment tournée vers cette ambition et cet objectif. Alors concrètement, Engie a démarré dans la finance verte en 2014 avec à ce moment-là 2,5 milliards d'euros qui avaient été levés. Alors la façon dont Engie fonctionne sur la finance verte, c'est que c'est Engie SA qui va être, je dirais, alors pas l'émetteur puisqu'évidemment il y a une institution financière qui va émettre, mais en tout cas qui lance le produit si je puis dire et qui ensuite va allouer à différents projets partout dans le monde. Donc 2,5 milliards d'euros au moment où on a démarré en 2014. C'est une démarche que nous avons poursuivie ensuite et aujourd'hui, on est à 12 milliards d'euros qui ont été mobilisés et une partie déjà, bien sûr, allouée à plus de 150 projets partout dans le monde. Donc c'est vraiment la façon dont on fonctionne avec ces outils-là qui finalement aujourd'hui représentent, si on regarde notre dette brute, 35%. Donc comme on est vraiment dans la logique encore une fois, de notre raison d'être, de ce que nous faisons, finalement, on voit cette proportion, on anticipe qu'elle va augmenter. Mais donc, et de toute façon, c'est ce qu'on a observé par le passé, mais c'est vraiment un outil qui nous semble intéressant, y compris d'ailleurs pour faire connaître ce que nous faisons en termes de projets. Et donc, c'est aussi un outil qu'on fait vivre. Donc, je sais qu'on va parler des catégories. Donc, au début, quand on a démarré la première émission, on était sur renouvelable, efficacité énergétique, donc c'est tout. Et sur la dernière, on avait 8 catégories, donc on fait évoluer tout ça. On a ajouté maintenant tout ce qui était capture, stockage, utilisation de CO2, hydrogène vert, énergie marine. Donc vraiment, l'objectif, c'est de montrer tout ce qu'on peut faire avec la finance verte, sachant qu'on utilise finalement, je dirais, la place de Paris, les règles françaises là-dessus. Je guette l'heure, donc vous me dites si allez-y, il n'y a pas de raison que vous soyez pénalisé en termes de timing pour l'introduction liminaire. Allez-y. Très bien, très bien. Et donc, juste peut-être pour dire un petit mot, parce qu'on aura l'occasion de revenir dans les différentes tables rondes, si je puis dire, sur ces sujets-là, un petit mot sur la Chine. En fait, la Chine, en termes d'approche sur la finance verte, c'est une approche, alors c'est pas très surprenant quand on connaît la Chine, très institutionnelle. Donc, au lieu d'avoir des choses qui émergent par le marché, par les acteurs qui vont réclamer ce genre d'outils, on est sur quelque chose de très structuré et structuré au point de répondre à des objectifs précis. Donc, un des gros sujets en Chine, c'est justement la taxonomie, puisque l'ambition de la finance verte était de répondre à la lutte contre la pollution atmosphérique. Alors, ça semble très proche de la lutte contre le changement climatique, mais enfin, le sujet, c'est que quand on est en train de lutter contre la pollution atmosphérique, en fait, on ne va pas forcément lutter contre les émissions de CO2. Et donc, on a encore aujourd'hui en Chine le charbon propre, donc il y a un concept très intéressant, mais bon, discutable, disons, qui peut être financé par ce biais-là. Donc, aujourd'hui, c'est pas réglé. C'est-à-dire qu'en juin dernier, on a eu une annonce comme quoi ça allait sortir. Il y a énormément de discussions sur le sujet, mais aujourd'hui, on est encore avec la possibilité de développer des centrales à charbon dites au charbon propre, donc avec des filtres en fait qui vont répondre à un certain nombre de polluants, mais pas les émissions de CO2. Et donc c'est couvert. Alors peut-être pour vous donner quelques chiffres, juste pour que les gens les aient en tête, sur la Chine, donc je prends des données Standard & Poor's, c'est quand même le plus gros marché sur l'Asie. Et donc en 2019, on était à près de 56 milliards de dollars en finance verte, et c'était vraiment une année record. En 2020, alors on a eu la crise Covid comme tout le monde, on est passé à 37 milliards et demi à peu près, je donne des chiffres arrondis. 2021, on anticipe que ça va remonter parce que il y a une vraie reprise depuis un moment, d'ailleurs. Vous êtes déconfiné. Pardon ? Vous êtes déconfiné à Shanghai. Ah oui, on est déconfiné depuis très longtemps. Oui. Mais en revanche, il y a eu pas mal de commentaires sur le 14e plan quinquennal qui est jugé comme pas assez ambitieux. Alors on pourra en discuter parce qu'en réalité, il y a d'autres objectifs à côté qui sont très ambitieux. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Mais enfin, c'est 2022 qui sera l'année de vérité sur ce sujet. D'accord, merci. Et donc, juste, on en reparlera tout à l'heure, qui est à la manœuvre, c'est la Banque centrale, la PBOC,
Oui, sur tout ce à fait. sujet-là, hein, voilà. D'accord. Et la commission de la réforme aussi qui joue un rôle important, j'imagine. Hein, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, au dernier intervenant de ce premier tour de table, Michel Cardona. Donc, Sophie Mougar, encore une fois, vous a présenté. Vous êtes conseiller senior de I4C, donc Institute for Climate Economics. Vous êtes ancien directeur général adjoint de la Banque de France. Donc, quelqu'un de respectable et de fiable. Donc, on va en reparler juste après, mais merci de nous éclairer sur d'abord un mot de ce que vous faites, bien sûr, sur le rôle de la réglementation financière dans cette transition bas carbone, hein, qui est un sujet vraiment d'actualité, qu'on peut marier également, enfin, sur une autre thématique qui est celle de l'approche des risques, hein, qui occupe beaucoup Madame Lagarde à la BCE, si j'ai bien compris. Voilà, le risque systémique à moyen terme. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, parfait. Voilà, bonjour, merci de cette introduction et merci de l'invitation pour participer à cette matinale. Donc, effectivement, je suis conseiller senior à l'Institut pour l'économie du climat, qui est un think tank basé à Paris, et je travaille sur l'intégration des risques climatiques et la réglementation financière. Alors, peut-être juste le think tank est porté par la Caisse des dépôts et l'AFD, c'est ça, hein, Alors, effectivement, c'est un think tank qui a été créé en 2015 par la Caisse des dépôts et l'AFD, absolument à peu près au moment de la finalisation de l'accord de Paris. D'accord. Voilà. Alors, peut-être avant de parler de la réglementation financière, peut-être, je dirais, planter le décor d'une certaine façon et de revenir un peu sur les défis du secteur financier face à la transition environnementale en général, mais à la transition énergétique ou à la transition vers une économie bas carbone en particulier. Donc, un certain nombre d'intervenants en ont déjà parlé de certains aspects. Et finalement, le défi du secteur financier, il est double. D'une fois, il doit gérer les risques climatiques ou les risques de la transition écologique, et puis d'un autre côté, il doit financer la transition, hein. C'était M. Jacquemin qui disait que finalement, les banques, et de façon générale, le secteur financier doit financer l'économie. Alors, cette double défi, il est le reflet un peu du concept de la double matérialité qui a été développé par la Commission européenne, c'est-à-dire que le secteur financier, il est à la fois, il est, comment dire, l'objet du changement climatique, de la dérèglement climatique en quelque sorte, et donc il en subit les conséquences, et donc ça c'est la matérialisation des risques, et puis parce qu'il finance l'activité, et qu'il finance un certain nombre d'activités qui ont des impacts positifs ou négatifs, le secteur financier, il a, lui, un impact aussi sur le changement climatique. Donc il y a cette idée qui a à la fois un impact dans les deux sens. Et donc le secteur financier, il doit gérer un peu ce double impact. D'un côté, il doit gérer les risques environnementaux et climatiques en particulier, et de l'autre, il doit financer la transition. Alors, pas mal de choses ont été faites, hein, un certain nombre de participants l'ont déjà dit pour développer la finance, etc. Mais on peut quand même dire qu'on en est encore au début dans la gestion des risques climatiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et quant au financement de la transition, en dépit des montants, des encours très importants qui ont été cités et qui sont bien sûr réels, il y a encore des besoins importants qui sont à satisfaire. Et alors j'aime bien à ce moment-là de revenir un peu à ce que disait Bruno Le Maire à la fin du Climate Finance Day 2019. Il disait la finance sera verte ou elle ne sera pas. Et je crois que c'est une formule intéressante parce que montre bien que ce dont on a besoin, ce n'est pas une finance de niche. Ce dont on a besoin, c'est que l'ensemble de la finance se verdisse d'une certaine façon, compte tenu de l'ampleur des besoins, l'ampleur du défi, à la fois du côté des risques, mais aussi du côté
des besoins de financement. Alors, dans ce paysage, pour le secteur financier, évidemment, quel est le rôle de la réglementation financière? Alors, tout le monde sait que l'activité financière est une des activités économiques qui est les plus réglementées. Et donc, quand on réfléchit sur l'activité financière, on ne peut pas ne pas se poser la question du rôle de la réglementation financière. Et donc, quel rôle peut-elle jouer, notamment vis-à-vis de ces deux défis que je viens de rappeler? Alors, du côté de la gestion des risques, depuis 2015, l'accord de Paris, un discours très célèbre de Mark Carney, qui à l'époque était gouverneur de la Banque d'Angleterre, il n'y a plus vraiment de débat sur le fait que les superviseurs, les régulateurs doivent s'occuper des risques climatiques, des risques environnementaux. Le changement climatique est à l'origine de créer des risques importants, des risques physiques, des risques de transition qui se traduisent dans des risques financiers pour les acteurs financiers, des risques de crédit, de marché, de liquidité, etc. Et en plus, ces risques climatiques peuvent affecter les entités individuellement, mais ils peuvent aussi créer une sorte de risque systémique, c'est-à-dire déstabiliser l'ensemble du secteur financier. Vous y faisiez allusion dans votre propos liminaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis 2015, les superviseurs, les régulateurs financiers se sont mobilisés pour pousser les acteurs financiers à mieux gérer les risques. Donc, il n'y a plus de débat sur le fait que là, les régulateurs doivent s'occuper des risques. Il y a encore une question sur savoir comment, quelle est la meilleure façon de le faire. Les pratiques de supervision ont pas mal évolué, intègrent de plus en plus le risque depuis 2015. Il y a beaucoup de difficultés, il y a été fait allusion à des difficultés techniques, à mesurer les risques, on a développé des stress tests, etc. Donc tout ça, on en est encore un peu au début. Et les régulateurs ont considéré qu'il était encore un peu trop tôt, prématuré de changer la réglementation prudentielle, les exigences de capital, compte tenu du fait qu'on avait du mal encore à mesurer les risques. Donc, en matière de gestion des risques, le débat et la discussion, elle est plutôt sur le comment. Du côté du financement de la transition, là, le débat, est, en tout cas dans les pays européens, dans les pays occidentaux, là, la question est plus débattue, car c'est assez différent du rôle traditionnel de la réglementation financière qui n'aime pas tellement, qui depuis les années 70-80 n'intervient plus tellement dans l'orientation du financement de l'économie. Il y a une sorte de vision de neutralité. Oui. Voilà, comme en matière de politique monétaire, il y a une sorte de neutralité. Donc là, il y a un débat. Les régulateurs disent, mais quand on fait intégrer les risques financiers, quand on améliore la transparence sur les risques, indirectement, on va favoriser le financement de la transition, ce qui est vrai. On peut penser que les acteurs financiers qui sont de plus en plus conscients, qui intègrent de plus en plus ces aspects-là, plusieurs interlocuteurs l'ont dit, ils vont petit à petit plus s'orienter vers le financement de la transition énergétique. Bon, la question... Je vous propose d'arrêter là. Et voilà. On poursuivra pour qu'il y ait une forme d'équité dans le temps de parole. Et donc, voilà, je vous propose trois thématiques. Hein, d'abord, sur ces sujets qu'on a largement eu, comment la finance verte peut irriguer l'économie, avec quelle performance. Un deuxième temps sur les compétences et la recherche, important compte tenu de la structure qui organise cette manifestation, cette matinale. Et ensuite, les sujets desquels vous parliez, quelle place pour la régulation. Alors, sur l'irrigation de l'économie par la finance verte, peut-être Monsieur Bancel, un mot sur les enjeux actuels. Ensuite, je passerai la parole à Monsieur Jacquemin. Comment vous voyez ça? Est-ce que la finance verte doit rester une finance de niche? Certains des intervenants l'ont évoqué, ou au contraire irriguer, et comment on peut replacer ça dans le cadre plus large du financement de l'économie, notamment dans les grands projets actuels, le Green Deal, la transition énergétique et autres.
Écoutez, moi je laisserais plutôt intervenir Monsieur Jacquemin et Madame Roule ou Monsieur Giraudet sur ces questions. Moi en tant que Alors j'ai une autre question pour vous alors. Non, mais en tant que financier, je peux. Mais je vous en prie. Oui, non, mais allez-y, poursuivez, pardon. Non, en tant que financier, si vous voulez, ce qui moi m'interpelle, c'est toutes les questions qui ne sont pas encore complètement réglées. C'est-à-dire comment est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'un projet vert, comment est-ce qu'on décide d'allouer les fonds, sur quels critères, avec quelles mesures. C'est ça qui, dans ma discipline, est le sujet. La finance. C'est le sujet de la taxonomie, on en parlera plutôt à la fin. Si vous voulez. D'accord. Hein, voilà. D'accord. Donc, Monsieur Jacquemin ou Madame Roule, sur les enjeux actuels en termes de financement, donc, et la place de cette finance verte, hein, puisque le compartiment des green bonds, on a vu un peu plus de 200, en gros 250 milliards l'an dernier, c'est une goutte d'eau dans la finance mondiale. Donc voilà, quel avenir voyez-vous à ce compartiment et plus largement à la finance verte? Alors, enfin, la citation que faisait Michel Cardona là, de Bruno Le Maire, elle est tout à fait exacte. La finance verte, la finance sera verte ou ne sera pas. Il y a un mouvement inexorable vers une finance qui accompagne un fonctionnement plus durable de l'économie et vers un impact sur le climat fortement réduit. C'est inexorable et c'est parfait. Donc certes, il y a des sujets de taxonomie, etc. On va y revenir tout à l'heure, mais je dirais il y a tellement de besoins que de façon très concrète, on peut peser de façon très significative en la matière. Je voudrais donner quelques exemples. Quand, par exemple, une banque décide de réduire progressivement son financement en matière de production de charbon, utilisation de charbon pour production d'électricité. C'est un impact qui est évidemment très concret puisqu'on sait bien que la production d'électricité via le charbon est, je dirais, la production qui est la plus carbonée en matière de production d'électricité. Quand on décide de réduire le financement d'extraction de pétrole et de privilégier plutôt l'extraction de gaz, parce qu'on sait très bien que brûler du pétrole pour produire de l'électricité, c'est plus nocif que brûler du gaz. On contribue de façon extrêmement concrète à cette dynamique. Et si on parle de la Société Générale, pardon, sur ces sujets-là, je vais vous donner quelques chiffres. Voilà. Je vais vous donner quelques chiffres. Et dernière chose, quand on réoriente en fait nos capacités de financement vers du financement d'éoliennes ou de champs solaires, etc., bien évidemment, naturellement, on sait qu'on a de façon extrêmement concrète un impact. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, on avait en fait, à l'issue des accords de Paris, annoncé en 2016 qu'on financerait pour 100 milliards, soit de financement, soit en contribution d'émissions de green bonds, entre 2016 et 2020. Donc, on mettrait à disposition de l'économie donc 100 milliards de financement vert. C'est quelque chose en fait qu'on a rempli, vous voyez, dès 2019, donc avec un petit peu d'avance. On a réannoncé entre 2020 et 2023 120 milliards. Vous voyez, les choses s'accélèrent. Et en parallèle, et on n'est pas les seuls, hein, mais je veux dire, on est assez, je dirais, assez ambitieux en la matière. En parallèle, on continue à réduire notre empreinte carbone en réduisant, enfin en annonçant des réductions très très concrètes en matière de financement du charbon, par exemple. Alors, il faut le faire de façon responsable là aussi. Vous voyez, autant on peut être extrêmement ambitieux en la matière pour les pays OECD, par exemple. Et là, on a indiqué que d'ici 2030, on ne financerait plus de production d'électricité charbon du tout dans les pays OECD. En revanche, dans les pays non OECD, il faut être responsable et je dirais laisser un petit peu plus de temps à ces économies de s'adapter. Et donc là, en l'occurrence, on a indiqué que cette sortie complète serait faite pour 2040. Vous voyez, c'est un équilibre qu'il faut trouver, qui n'est pas évident d'ailleurs, parce que
on a cette ambition de pousser très très fortement cette transition énergétique. Et à l'inverse, on est soucieux également de respecter d'autres Sustainable Development Goals que mentionnait Sophie Mougard, que sont l'accès à l'énergie pour les populations, etc. Et dans les pays en développement, il y a des considérations parfois qui font qu'il y a besoin de transition. C'est également le monde réel, voilà. C'est également ce que mentionnait Charlotte Roule. Hein. Voilà, en Chine, il peut y avoir parfois des objectifs un petit peu contradictoires. En Inde, voilà, c'est la transition dans la transition. Très bien. Madame Roule, j'avais une question. Quel est l'intérêt pour le groupe Engie, j'imagine que vous n'avez pas de problème de financement, d'émettre sur ces compartiments-là? Qu'est-ce que vous en attendez? C'est une forme de communication? C'est des taux moins élevés? C'est un accès plus facilité? Ou, voilà, en fait, en termes de conditions, ça va vraiment dépendre des garanties, de ce qu'on veut financer, etc. Donc, on n'est pas forcément sur des produits qui, de prime abord, sont très évidemment plus intéressants. Il y a un enjeu vraiment lié à notre engagement vers cette transition qui est très fort. Donc, alors on peut considérer que c'est un enjeu de communication, mais je pense que ça va au-delà parce qu'encore une fois, c'est vrai que sur le plan financier, ça pourrait se discuter. Effectivement, on n'a pas de difficulté à lever de la dette, donc du coup, on va vers ces produits-là de façon volontaire parce qu'on souhaite communiquer sur cette ambition et valoriser des projets qui, pour le coup, sont partout dans le monde. Donc, c'est vraiment la logique derrière. Et je voulais juste ajouter, alors c'est anecdotique parce que comme je ne travaille pas dans le secteur bancaire, forcément je n'ai qu'une vision de ce que je perçois et pas forcément de chiffres là-dessus, mais on voit un mouvement très fort des asset managers qui réorientent vers des solutions d'énergie propre, etc., qui nous contactent là-dessus. C'est vraiment très marqué. On voit leur portefeuille évoluer, on les voit en demande vis-à-vis de nos projets. Et on voit aussi, et donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, Monsieur Jacquemin, finalement des ambitions qui sont portées par les asset managers eux-mêmes, en fait, en disant moi je veux atteindre la neutralité carbone à différents horizons. Mais donc effectivement, c'est quelque chose qu'on voit vraiment de façon très marquée. D'accord. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt en centrale, corporate centrale, que vous financez par ces modes de financement. Par exemple, en Chine, vous n'êtes pas amené à intervenir sur ces marchés-là pour vos besoins. Non, en fait, alors dans d'autres pays, ou aux États-Unis, voilà. Non. En fait, on part de la maison mère. En tout cas, c'est l'approche que nous avons choisie. Et effectivement, les projets sont. Enfin, nous, on en a en Chine qui sont alloués sur ces green bonds. Donc, c'est vraiment des projets qui sont partout dans le monde. Parce que oui, on n'a pas fait cette définition. C'est quelque chose de très classique. C'est effectivement, et c'est normal, c'est plus efficace que dans une entreprise donnée, un corporate donné, les financements soient poolés et en fait émis par la maison mère et ensuite bénéficient aux filiales. Donc c'est quelque chose de très très classique. D'accord. Sur la structuration de ces green bonds, je ne sais pas si M. Bancel veut intervenir ou M. Jacquemin. Donc, la particularité, évidemment, c'est que, on parlera de la charge de la preuve tout à l'heure, mais ça se rapporte à des projets identifiés par rapport à une émission standard où on a besoin de financement général pour le fonds de roulement, le roulement de la dette ou autre. Donc, on parle de projets identifiés. Sur les green bonds, je peux ajouter quelques points. Il est clair que les obligations vertes ne procurent pas d'avantages réels aux émetteurs en matière de taux. Les études académiques, certaines ont identifié des avantages, mais extrêmement faibles, donc il n'y a pas de gain financier. En revanche, il y a des coûts supplémentaires, parce que quand vous émettez une obligation verte, il faut démontrer que les fonds vont effectivement être adressés à des projets qui vont améliorer l'environnement. Et donc, ça suppose d'avoir un reporting spécifique et ça suppose d'isoler des actifs dans votre pool de projets que vous allez financer. Donc, en réalité, les green bonds, ça coûte plus de l'argent, c'est plutôt plus coûteux qu'une obligation standard. Alors, pourquoi les entreprises font ça? Il y a deux principales raisons. Il y a les enjeux de communication, comme le disait tout à l'heure Mme Roux, mais aussi d'autres types d'enjeux en termes internes. Si vous voulez, ça permet de faire travailler ensemble des financiers, des gestionnaires de projets. Ça permet de créer des cohérences d'équipes autour de thématiques porteuses dans l'entreprise et ça crée une dynamique interne. Nous, les gens qu'on avait interrogés il y a quelques années, il y a 1 an et demi sur ces sujets, nous expliquaient qu'en fait, ça avait été de formidables vecteurs internes
de développement, de création d'équipes nouvelles, partageant des doubles compétences. Donc, le sujet ensuite, c'est que ces gisements-là, ils sont limités, parce que tant que la taxonomie n'est pas en place, tant qu'on n'a pas encore des mesures très précises, on a un sujet d'extension de ce gisement et de capacité à l'accroître. Et on revient au point central, qui est le problème de la mesure. C'est-à-dire, on sait mesurer un projet d'investissement, la valeur actuelle nette qui est créée. On a beaucoup de mal, en revanche, à intégrer des critères environnementaux parce qu'on n'est pas d'accord sur les émissions, les mesures, les métriques, les tarifications du carbone. Et donc, à partir de là, on a beaucoup de mal, si vous voulez, à mesurer concrètement les conséquences d'une décision qui se veut vertueuse du point de vue environnemental. Et le chantier, c'est celui-là, faire émerger des métriques communs qui permettent d'aller de l'avant pour la prochaine étape. Si je peux peut-être ajouter un mot, ce que dit Franck est tout à fait exact. Hein. Il y a pour l'instant l'avantage, il est extrêmement limité et il y a un coût par ailleurs. Ceci dit, ce qui est très important à avoir en tête, c'est qu'il va y avoir progressivement et vraiment, je le vois, les choses s'accélèrent. Il va y avoir un effet d'éviction de plus en plus important, c'est-à-dire que les émetteurs qui ne sont pas vertueux en la matière, les émetteurs, c'est-à-dire les corporates ou les institutions financières d'ailleurs qui se refinancent elles-mêmes, etc., qui ne sont pas vertueuses en la matière, soit parce que elles n'émettent pas de green bonds, soit parce que dans leur notation extra-financière, eh bien, elles ne sont pas capables de montrer qu'elles sont volontaristes sur les sujets de développement durable, eh bien, ces émetteurs-là, progressivement, vont voir en fait moins de flux financiers, moins d'épargne dirigée vers elles. Et donc, progressivement, quand, je dirais, la taxonomie sera plus précise, quand le coût de l'externalité sera plus mieux cerné, eh bien, progressivement, il va y avoir, c'est inexorable, même si ça ne voit pas encore maintenant, une différenciation. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ma question liminaire, c'était comment la finance verte peut irriguer l'économie. Je vais me tourner vers un microéconomiste ou un observateur des comportements des ménages, M. Giraudet. Vous êtes là, oui, très bien. Merci. Donc, vous évoquiez l'éventuelle extension du concept de prêt à taux zéro ou de différents mécanismes de financement, en ayant quelques limites, enfin quelques préventions sur l'efficacité des dispositifs actuels. Comment on peut élargir cette finance verte finalement auprès des particuliers, de monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde? Alors, pour le particulier, il y a vraiment deux volets. Moi, j'ai parlé beaucoup du crédit et c'est ce que j'étudie le plus, mais il y a évidemment le volet épargne aussi. Et je dirais que c'est peut-être sur le volet épargne que les banques ont le plus grand rôle à jouer. Parce que si je reviens sur le volet crédit, bon, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que elles ne jouaient pas trop le jeu. Elles sont assez réticentes à octroyer des prêts à des taux intéressants pour des rénovations. Et d'ailleurs, ça peut se comprendre, c'est-à-dire que quand vous avez 20 000 éco-prêts à taux zéro par an en France, ça veut dire qu'en gros, dans chaque agence bancaire, il y en a peut-être un ou deux par an. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup de procédures pour peu d'apprentissage, peu d'économie d'échelle. Donc c'est vrai que c'est pas très intéressant pour les banques. Donc, en fait, l'idée de s'appuyer sur les banques, c'est de profiter de leur réseau de détail. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas trop parce que finalement, chaque agence offre peu de banques. Donc, peut-être que finalement, une solution plus centralisée et avec une banque publique répondrait mieux aux enjeux. Et ça aurait du sens parce que de toute façon, contribuer au financement de la rénovation énergétique, c'est financer un bien public. Donc ça aurait du sens. Et peut-être qu'en revanche, les banques auraient plus un rôle à jouer sur l'épargne des ménages et pour l'orienter mieux vers des
solutions. Ce qui existe en partie déjà, on a tous des offres de PEL, PEA, etc., avec des compartiments ESG, mais c'est pas assez. Ouais. Disons que, PEL encore, c'est pas vraiment orienté sur l'épargne. Enfin, je pense vraiment, pour PEA, pour le coup, oui, il pourrait y avoir plus de solutions. En tout cas, je pense que c'est là où le rôle des banques privées, du secteur bancaire, peut être plus déterminant en ce qui concerne. Je crois que M. Giraudet, si je peux prendre la parole 2 secondes, a tout à fait raison. En l'occurrence, ce dispositif d'éco-prêt à taux zéro l'idée était bonne comme ça sur le papier, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est en fait assez compliqué à la fois pour la banque qui octroie et puis également d'ailleurs pour le particulier qui doit, je dirais, mettre de la documentation de preuves, etc. Je pense qu'effectivement, c'est important que la puissance publique réfléchissent ou je dirais orientent et choisissent des instruments qui là aussi peuvent avoir le plus d'impact possible et via les meilleurs canaux. Il faut s'assurer effectivement que pour tâcher d'orienter vers des dispositifs verts, on ne mette pas en œuvre des usines à gaz, si je peux me permettre ce jeu de mots. Voilà. Merci. Alors, on va basculer au deuxième thème. J'avais beaucoup de questions, on avait beaucoup de sujets à traiter. Malheureusement, le temps nous presse. Donc, on va peut-être faire de manière un peu plus courte pour pouvoir s'étendre sur les sujets de régulation à la fin. Je veux dire un mot des compétences et de la recherche, puisque, voilà, Monsieur Borcel, vous êtes, et Madame Bouga, vous êtes à l'origine de cette 3e année dédiée à la finance verte. Plus largement, cette finance verte demande-t-elle des besoins de compétences particuliers dans les entreprises, que ce soit les entreprises financières ou non, finalement, hein, que ce soit dans les banques ou dans les entreprises comme Engie ou comme Renault ou comme des ETI, des PME. Monsieur Borcel, alors, quel besoin de compétences? Oui, il y a besoin de compétences. Le problème, c'est que ces compétences, elles sont extrêmement larges, évolutives, variables et non encore totalement définies. C'est-à-dire que quand vous formez à la finance pour les fusions-acquisitions, vous avez un marché de recrutement de plusieurs milliers d'emplois très homogènes de par le monde. Hein, si vous faites un master de M&A, vous avez dans le monde, je ne sais pas, des gisements d'emplois considérables articulés autour d'un socle de connaissances homogène. Donc c'est relativement facile à adresser. En ce qui concerne la finance verte, le sujet, c'est que les problématiques sont extrêmement diverses. Et on parle d'emplois dans les entreprises pour améliorer la performance carbone d'une unité de production. On parle de quelqu'un qui va travailler sur les marchés pour émettre tel produit. On parle de quelqu'un qui va aller mesurer la performance environnementale d'un projet méthanier dans le golfe Persique. Donc on a en fait des besoins qui sont extrêmement différents. C'est ça la difficulté. Alors comment nous, est-ce qu'on a adressé ce problème? On l'a adressé à travers une formation qui est calée sur les sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, nos ingénieurs sont capables de modéliser des objets complexes, sont capables parce qu'ils sont très analytiques, de traiter des problèmes complexes. Et on va, à partir de ce socle et de cette base, les former aux dimensions vertes de la finance, ce qui est chez nous. Eh ben, on va les former à la gestion des risques, la modélisation financière, on va les former évidemment à l'environnement, l'énergie, on va les former au financement vert, on va les former à l'ESG. Et en fait, autour de ce socle, si vous voulez, de compétences ingénieurs, on va déployer des électifs qui vont leur permettre d'appréhender la globalité du secteur et de trouver des lieux d'insertion qui leur conviennent. Sachant que ces lieux d'insertion ne sont pas de gros pourvoyeurs d'emploi. Et quand on prend les élèves de la 3A Green Finance, ça se passe bien pour eux, mais ils travaillent tous dans des lieux différents. Certains sont dans le conseil, dans les banques, dans les organisations internationales. Et donc, c'est ça le sujet. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. Et c'est ça le vrai sujet, c'est que c'est un champ, une discipline, comme on l'a dit, en pleine évolution. Notre problème, c'est de permettre à nos élèves d'être capables de s'adapter en permanence, d'avoir les socles pour s'adapter. Mais comme tout est à construire, on ne peut pas adresser un marché particulier. D'accord.
Alors, je vais faire 2 points. Un avec M. Giraudet sur la recherche, notamment en microéconomie, et un point sur le banquier, M. Jacquemin, sur vos propres besoins, entre guillemets, sur ces sujets-là. Donc, c'est un peu le grand écart, mais voilà, encore une fois, le temps nous presse. M. Giraudet, un mot sur la recherche, sur les aspects financiers de cette transition énergétique civilisationnelle, pratiquement. Comment vous l'apercevez-vous? Comment vous inscrivez-vous dans ce mouvement? C'est quoi les sujets? Il y a énormément de think tanks, alors c'est pas un coup de pied de l'âne à M. Cardona, qui publient des papiers, c'est pas forcément des papiers scientifiques, hein, voilà. Vers quoi s'oriente la recherche? Est-ce qu'il y a une recherche macro, micro, voilà, et quel regard vous portez là-dessus? Bah, ça se développe effectivement, mais je dirais que pour le moment, c'est un peu plus macro, effectivement. Et moi, j'ai une approche plus micro et j'essaie de faire le lien entre l'économie de l'environnement et l'économie de la finance des ménages, household finance, comme on dit en anglais, mais c'est deux lignes de recherche qui sont pour le moment encore assez. Il y a peu de points de contact. D'accord. Mais je suis assez confiant sur l'idée que ça va se développer forcément. Ouais, parce qu'il faut mesurer l'impact aussi. Enfin, le sujet corporate, c'est un sujet en soi, mais voilà. On est quand même plus nombreux que les entreprises, les particuliers, donc, et nos comportements ont une influence donc, sur le boulot. Mais il faut dire aussi qu'il y a relativement peu de politiques publiques qui sont vraiment portent sur le secteur financier. Enfin, c'est vrai que en économie, on est habitué à évaluer des politiques publiques. Et là, on est dans une galaxie un petit peu plus. Enfin, c'est moins clair. L'éco-prêt à taux zéro en est une très, très clairement. Oui. Mais il y en a assez peu. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que le champ n'a pas été encore beaucoup investi. D'accord. Si je peux me permettre un tout petit mot sur la recherche en finance. Côté finance, il se passe des choses sur le fonctionnement des marchés. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui ont une performance ESG ont un coût du capital réduit? Donc, vous avez là des outils pour venir discuter de la question du coût du capital des entreprises vertueuses. Bon. Donc, vous avez une série de travaux également sur les obligations convertibles. On en a un petit peu parlé. Donc, vous avez des champs qui commencent à être développés. Le sujet, c'est que la finance est quand même articulée autour de la création de la mesure de la valeur actionnariale. Et donc, on est dans un paradigme néoclassique standard. Et la question, si vous voulez, de la prise en compte des externalités dans ce paradigme n'est pas traitée. Donc, la finance, elle est encore ambivalente. Elle observe cette question, elle la traite partiellement. Dès qu'elle a des données, des champs qu'elle peut analyser, elle le fait. Mais elle est quand même encore fondamentalement arc-boutée sur un principe, la croissance du cours de bourse, ce qui est quand même un vrai sujet pour traiter de ces questions. Donc la prochaine étape, c'est la prise en compte des externalités dans la mesure de la performance. D'accord. Voilà. Juste un mot, M. Jacquemin, on va basculer sur la réglementation. Vos besoins, les besoins exprimés de la Société Générale sur la finance verte, ils existent ou pas? Ou vous recrutez les meilleurs, évidemment, jeunes financiers, jeunes loups de la finance, et vous les formez? Comment ça se passe? Alors oui, nos besoins sont très importants et très divers. Juste pour revenir sur ce que disait Franck, le gros sujet, c'est quelque chose qui va devoir progresser, c'est que les externalités soient mieux pricées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que n'apparaît pas de façon plus concrète, en fait, le coût d'avoir le coût du réchauffement climatique en termes de risque, de matérialisation de risque. Oui, c'est-à-dire un prix mondial du carbone, idéalement. Non, mais voilà, tout à fait. La finance, elle cherche à faire aussi bien que possible, mais tant que ce coût n'est pas suffisamment matérialisé, c'est compliqué, en fait, d'être je dirais, parfait dans la redirection des énergies, dans la redirection des bons financements vers. Un mot sur les recrutements, les formations. Et sur vos besoins, pour répondre à votre question, oui, ils sont extrêmement divers. Vous voyez, ça va concrètement d'ingénieurs dans toutes nos activités de structuration, de financement ou de produits d'investissement. Je vous donne un exemple. Quand on a négocié
il y a maintenant 2-3 ans, les accords de POSEI. Donc, je donne un exemple que je n'ai pas encore cité, mais qui est intéressant. On s'est mis à quelques banques avec la profession en fait des constructeurs et opérateurs de navires de transport. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de critères destinés à ce que le transport maritime soit beaucoup moins polluant. En fait, il faut savoir que c'est un contributeur aux côtés de la production d'électricité qui est assez polluant. Donc, il y a eu cette initiative. De temps au fioul lourd. Exactement, exactement. Bon, ben vous voyez, avoir des gens qui sont capables de participer dans la négociation de tels accords sur des sujets, des critères très techniques, aux côtés des industriels ou des exploitants, ben c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Donc, on a besoin, vous voyez, d'avoir des ingénieurs qui sont affûtés et qui sont formés aux problématiques environnementales pour contribuer à développer ces accords, développer les produits de financement ou d'investissement. Et puis, à l'inverse, ou à côté, on a besoin, et ça répond également à ce que décrivait Franck, je dirais, de quants, de modélisateurs qui vont être capables, par exemple, c'est très important, quand on vous dit la Société Générale est plus ambitieuse en matière de trajectoire par rapport au scénario Sustainable SDS, un Sustainable Development scénario de l'Agence internationale de l'énergie, ben, il faut être capable de le mesurer et de façon, je dirais, rigoureuse et scientifique. Et donc là aussi, on a de gros besoins de modélisateurs, voilà, pour s'assurer que ce qu'on raconte est aussi exact que possible, avec les limitations qu'on a décrites tout à l'heure. Des compétences très variées, notamment les sciences de l'ingénieur. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on est en contact avec Franck juste sur ces sujets-là, puisqu'on accueille en fait des stagiaires sur un certain nombre de thématiques. En ce moment, ça a commencé, je crois, en janvier. Voilà, il y a des sujets de stage extrêmement concrets où de jeunes élèves de l'option que Franck a mis en place voilà, travaillent dans différents départements de la Société Générale. Très bien, merci. Alors, il nous reste un quart d'heure. Je voudrais prendre 2 ou 3 questions à la fin, s'il se manifeste. Donc, on a 10 minutes pour parler de la réglementation, de la taxonomie, de la régulation, sujet qu'on a déjà largement évoqué. Écoutez, je vous propose de chacun donner votre regard sur ce sujet-là. Peut-être Franck, pour commencer, Monsieur Cardona, Monsieur Jacquemin, Madame Roule, et sur l'importance de ces sujets-là et où on en est. Donc, en un mot, il y a le sujet d'actualité au plan européen, hein, puisqu'on est en train d'élaborer la taxonomie européenne. Donc, il y a tout un processus lancé depuis 2-3 ans, depuis 2017 même. Donc, sur comment on classe les activités. Et en ce moment, il y a un débat sur la place du nucléaire et du charbon et du gaz, pardon. Voilà. Mais au-delà, le cadre normatif est-il adapté et comment il évolue actuellement, notamment au plan européen? Franck, peut-être? Non, moi je vais laisser la parole à Michel. D'accord. Allons-y tout de suite alors. Monsieur Cardona. Oui, merci. Alors oui, le cadre normatif, il n'est pas adapté, et c'est normal parce qu'il a été développé à une époque où ces préoccupations n'étaient pas encore prises en compte. Si on prend l'exemple de la réglementation prudentielle bancaire, hein, elle a été largement refondue après la crise de 2007-2008. Mais à l'époque, la dimension climatique n'était absolument pas à l'ordre du jour. Donc oui, il faut faire évoluer le cadre normatif. C'est la réglementation prudentielle, mais c'est aussi les cadres de transparence, c'est la responsabilité fiduciaire, c'est la cotation extra-financière, etc. C'est l'ensemble du cadre qu'il faut faire évoluer. J'ai une question piège peut-être pour vous. Est-ce qu'on sait ce que c'est un green bond aujourd'hui? Quelqu'un peut donner une définition? Il y a des standards privés qui ont été développés par la Climate Bond Initiative, par exemple, par l'ICMA. Donc, il y a des standards privés. Et puis, il y a des standards publics qui se développent. L'Europe est en train de mettre en place un standard européen, je crois qu'en Chine. Mais également, il y a des standards publics qui se développent, oui. C'est d'ailleurs intéressant cet exemple-là parce que ça montre bien qu'à un moment donné, c'est le marché qui est un peu
qui anticipent, qui s'organisent. Il y a des initiatives privées qui font émettre des standards un peu comment dire, volontaires. Hein. On l'a vu aussi en matière de reporting avec la TCFD. Tout ça sont des reportings volontaires qui sont très, très intéressants. Et puis, il y a un moment quand même où même les acteurs privés disent mais il faut uniformiser, il faut harmoniser. Et là, c'est plus le rôle des autorités de régulation. En Europe, avec ce standard de Green Bonds, qui, je crois, jouera un rôle important en matière de taxonomie, on en a beaucoup parlé, etc. Donc, il y a un moment donné où les régulateurs doivent prendre la main pour essayer d'harmoniser. Franck Bancel mentionnait à plusieurs reprises le besoin de développer des instruments de mesure, etc., des métriques. Alors ça, c'est un problème très important. Je crois que c'est vraiment l'un des problèmes, il le dit, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, je crois que c'est vraiment un des problèmes les plus importants qu'on a à régler actuellement. Il y a eu, depuis quelques années, un développement de beaucoup de méthodes, de beaucoup d'initiatives privées, etc., parfois un peu favorisées par, je sais pas, par l'article 273 en France, etc. Donc il y a eu une sorte de prolifération de méthodes qui sont différentes, qui ne sont pas comparables. Pour les acteurs, c'est pas simple, oui, effectivement. Pour les acteurs, c'est compliqué. Ouais. Et maintenant, excusez-moi, je vous coupe la parole. Monsieur Jacquemin, un mot sur ces sujets de régulation et comment vous l'abordez quand vous avez émis des green bonds pour vous-même ou pour vos grands clients, corporate, EDF et autres, voilà, vers qui vous vous êtes tourné, c'est quoi l'assessment, le saut sur le papier, c'était qui? Non, mais complètement en ligne avec ce qu'a dit Michel Cardona, hein, c'est effectivement l'initiative privée a débuté assez tôt, etc. Et c'est bien parce que harmoniser, etc., c'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc, si on avait attendu qu'il y ait le cadre parfait, etc., eh bien, on aurait manqué le tournant. On serait dans le décor, si vous passez l'expression. Et en même temps, je peux vous assurer, en effet, que ce que dit Michel Cardona est exact. C'est d'ailleurs que on ressent désormais le besoin d'harmoniser le dictionnaire. Donc ça, c'est la taxonomie. D'harmoniser le dictionnaire parce qu'on voit bien que les enjeux, ils sont pas régionaux, nationaux, ils sont évidemment mondiaux. Et donc, c'est fantastique, toutes ces initiatives qui naissent partout dans le monde, etc. Mais je dirais, in fine, pour mesurer l'impact, et c'est essentiel, il faut qu'on parle le même langage. De ce point de vue-là, je trouve que les régulateurs ont été très, très intelligents. Donc, ils travaillent sur le dictionnaire, c'est essentiel. Vous avez signalé vous-même que le travail n'est pas terminé. C'est vrai que, par exemple, reste la question béante, ouverte de la qualification du nucléaire. Oui. J'ai compris que c'était en ce moment. Un avis, moi j'en ai un très tranché. Je pense qu'en effet, c'est une énergie de transition. Mais la question est politiquement extrêmement sensible et n'est pas tranchée. Mais enfin, tout de même, il y a un énorme travail qui a été fait. Et les régulateurs, voyez, très intelligemment se disent, bon, le risque climatique, c'est pas un nouveau risque à tâcher d'encadrer, etc. C'est plus exactement un facteur aggravant ou différenciant, un facteur aggravant des catégories de risques actuelles ou existantes qui étaient déjà encadrées, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de réputation, etc., etc. Et donc, l'enjeu, c'est plus d'améliorer, si vous voulez, la mesure de ce facteur aggravant sur des risques déjà existants et déjà encadrés d'un point de vue prudentiel. Voilà. D'accord. Et les assessments, la matérialité des choses, hein, qui est pas exactement. C'est mieux mesuré. Donc, par exemple, donc nous avons déjà commencé les travaux de mesure, etc. Et je dirais que la France, d'ailleurs, a été très en pointe. La Banque de France a été extrêmement en pointe là-dessus parce que de mémoire, quand j'étais directeur des risques adjoints du groupe, donc ça remonte à 2015, je pense, 2014, la Banque de France avait déjà réuni les banques françaises pour réfléchir au concept de stress test climatique. C'est désormais quelque chose qui est porté au niveau européen et au-delà. C'est pas facile.
C'est pas facile, hein, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, mais encore une fois, il faut surtout pas attendre la perfection avant de performer ces exercices. Alors, on va basculer vers l'Asie. Madame Roule, voilà, ces sujets de taxonomie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, si on parle d'une centrale à charbon version années 60, version 2021, ça peut être éligible à des finances vertes ou rentrer dans une taxonomie verte d'une certaine manière. Voilà, plus largement, comment les autorités regardent ces sujets-là? Est-ce que ce qui s'est fait en Europe, le marché du carbone, etc., non pas une source d'inspiration, mais en tout cas, voilà, permet de faire un benchmark, puisque l'Europe, sur ces sujets-là, est quand même plutôt avancée dans le monde, enfin, plus avancée dans le monde. C'est clairement une source d'inspiration. En fait, en Chine, ce qu'on constate, c'est… Alors, encore une fois, on n'est pas parti d'initiatives de marché sur la finance verte, c'est vraiment venu des discussions d'abord. A été structuré. Et puis, l'approche est très pragmatique. Donc, typiquement, la question du nucléaire ici n'est pas une question. C'est une énergie qui est considérée. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais enfin, le fait est qu'il n'y a pas d'émissions de carbone, donc il n'y a pas de souci sur ces sujets-là, et elle est promue d'une certaine manière, avec, bon, évidemment, les difficultés. C'est pas aussi évident de construire et mettre en service une centrale nucléaire si on compare à des petits panneaux solaires tout simples. Mais effectivement, l'approche est très large, c'est-à-dire que l'idée c'est de se dire voilà, j'ai tout un tas de solutions à ma disposition, je vais tout prendre, hein, puisque mon sujet c'est d'être le plus propre possible, mais en termes de pollution atmosphérique. Encore une fois, le charbon propre est probablement sur une phase où il va sortir, parce que là où je rejoins complètement Arnaud Japin, c'est qu'on est vraiment sur des sujets mondiaux et que donc il faut qu'on s'aligne là-dessus. Donc les banquiers discutent entre eux, et donc entre banquiers chinois, banquiers étrangers, mais aussi avec la PBOC. Et donc ça, on sent que ça va arriver, mais effectivement, il y a cette volonté de ne se fermer aucune porte. Et du coup, je prends cette opportunité pour aussi souligner en parlant de finance verte, on a beaucoup parlé de projets, de comment on finance la transition énergétique. Alors, en fait, il y a un sujet dont on parle parfois moins, y compris au sein de la Chambre européenne de commerce, parce qu'on va beaucoup être sur nos nouveaux projets, c'est très enthousiasmant, mais c'est aussi comment on sort de l'existant. Est-ce que fermer une centrale à charbon, décommissionner, etc., ça rentre potentiellement là-dedans? Alors, c'est sûr, c'est moins enthousiasmant, hein, il n'y a pas de ruban à couper à la fin, mais je pense que ça risque d'être une question, parce que sur les actifs qui ne vont plus, enfin, c'est une question qui monte sur le sujet de la finance verte, mais qui ne vont plus tenir. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là? Est-ce qu'on est uniquement sur de la croissance des nouveaux actifs ou est-ce qu'on se pose également la question de l'existant et comment on tourne la page de l'existant qui ne serait pas éligible à la finance verte parce qu'il est définitivement un sujet quand on pense au changement climatique? D'accord. Un mot peut-être, je vais vraiment au cœur du sujet, sur la tarification du carbone. Donc, qu'en est-il du projet de quotas d'émissions, d'allocation à des grands sites, etc., et de cotation de la tonne de carbone, finalement, selon le schéma européen? Je crois que c'est un marché qui va se mettre en place en Chine. On a attendu, en fait, il devait être lancé de façon nationale l'an dernier. D'accord. Et puis bon, en fait, en l'occurrence, avec le Covid, pour le coup, c'était vraiment lié à ça. C'était pas une façon de repousser sur de plus ou moins bons prétextes. C'était malheureusement une vraie difficulté à ce moment. Et donc, ça se lance, hein. Effectivement, c'est encore là. D'accord, d'accord. Alors, on parlait de régulation, donc c'est déjà compliqué sur ce sujet de la finance verte et du carbone. On met ce département dans les départements parfois encore plus larges, ISR, ESG, etc. Monsieur Bancel, est-ce que c'est l'extension du domaine de la lutte infinie ou voilà, est-ce qu'il y a moyen de mettre des périmètres plus circonstanciés? Qu'en est-il? Et notamment dans ce que vous enseignez, l'approche de vos enseignants et des élèves sur ces sujets-là. On parle de biodiversity bonds aujourd'hui, donc d'obligations liées à la biodiversité. C'est des choses que vous observez, vous intéressez? En fait, nous, dans notre programme, ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est cours de cours qui sont des fondamentaux. On a toute une série de conférences qui nous permettent de coller aux thématiques du moment. Ça veut dire que quand on identifie un thème d'actualité, mais qui ne nécessite pas a priori un cours, on est capable d'organiser sur une semaine bloquée des interventions. Et à l'École des Ponts, on a cette capacité de faire venir des gens qui sont sur des thèmes très pointus à des moments donnés. Donc c'est comme ça qu'on adresse ces problématiques. Après, sur la dimension pratique, je ne sais pas, et je serais curieux de savoir comment, par exemple,
la question du carbone est pilotée dans un groupe comme Engie? Est-ce qu'il y a un monsieur carbone chez Engie? Est-ce que c'est différentes directions? Est-ce qu'il y a un reporting central? On va poser la question à Madame Roule tout de suite. Madame Roule, allez-y. Au niveau pratique, il nous reste quelques secondes. Je serais curieux de savoir. Oui, en fait, c'est une excellente question et on s'est structuré sur ce sujet finalement il n'y a pas si longtemps parce que c'était un peu épars. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel on est en train d'une part de regarder nos propres consommations, puisqu'il y a aussi cette question de comment on atteint nous-mêmes la neutralité carbone et comment on accompagne nos clients là-dessus. Donc, pour l'instant, en termes d'organisation, c'est plutôt un réseau qui se structure, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit fixe, mais on a un projet, par projet j'entends, oui, réseau finalement, mais qui est bien identifié et sur lequel on a avancé. Donc la question est loin d'être triviale, y compris pour un groupe comme le nôtre qui finalement, c'est son cœur de métier, donc le problème c'est que c'est un peu partout, quoi. D'accord. Et pour reprendre les sujets qu'on évoquait sur la réglementation, quand vous avez émis des green bonds, quand vous émettez des green bonds, vous vous appuyez sur un organisme en particulier, sur un standard en particulier, vous savez peut-être Alors, vous savez, c'est pas mon domaine. Moi, je suis vraiment sur la partie. Je sais on travaille avec des banques en fait quand on met en place ce genre d'outils. Et donc, on va donner un certain nombre de critères sur les projets qui vont rentrer et qui seront derrière suivis, identifiés, y compris sur ce qui. Enfin, finalement, sur les critères, je dirais non seulement finalement changement climatique, mais plus largement même ESG qui vont être respectés et suivis. Et globalement, enfin, l'enseignement, c'est qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de police des green bonds en quelque sorte. Enfin, il y a des standards quand même. Justement, on développe nationaux au début et désormais qui s'uniformisent au niveau européen avec il y a un cadre désormais des sustainable bonds en Europe par exemple et c'est effectivement notre rôle banque d'aller accompagner nos clients pour justement structurer par exemple ce type d'émission et faire que la sélection d'actifs etc qui sont en face eh bien répondent aux critères nationaux ou désormais européens. D'accord. Mais un cadre, vous dites, c'est un cadre, c'est celui du CBI ou c'est la réglementation européenne sur la financial disclosure, carbon financial disclosure ou là, je vous pose dans vos C'est un cadre, en l'occurrence, vous posez la question des bonds, il y a un cadre européen désormais qui, en matière de sustainable bonds, voilà, qui est fondé sur une définition avec le type d'actifs, etc., éligible. Et c'est une bonne chose. D'accord, très bien. Alors, je vois, personne ne m'a transmis de questions, parce qu'on est au terme de Marie-Christine, je ne sais pas si vous venez à mon secours, je n'ai pas accès au chat. Alors oui, voilà. J'ai plusieurs questions dans le chat. Alors, donc il est 11h01, voilà, on se donne 4 minutes de plus, c'est ça Oui, bien sûr. Hein, ouais. Donc, des questions sur le référentiel, je pense que vous y avez depuis largement répondu. Des questions peut-être sur sur la sensibilisation des profils ETI et PME d'entreprise, notamment l'acculturation des dirigeants à cette thématique. On peut commencer par celle-ci peut-être ? Oui, alors je ne sais pas qui peut répondre. Monsieur Bancel, peut-être, je ne sais pas si vous avez des profils plutôt grands groupes. C'est clair que pour les ETI, c'est un sujet parce qu'elles n'ont pas forcément les ressources humaines et la technicité pour traiter ces questions. Donc, il y a un gros sujet de transmission du savoir et de l'expertise des grandes entreprises aux PME. Comme je le disais dans mon introduction, c'est en train doucement de passer à travers les appels d'offres. C'est-à-dire c'est par les appels d'offres que ça passe. Il y a aussi des structures publiques qui sont chargées d'accompagner les PME dans la transition énergétique. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là. C'est-à-dire qu'il y a probablement des choses à créer, à monter, des clubs de meilleures pratiques où des grands groupes viendraient aider les PME à diffuser leur savoir. C'est un beau projet ça de développement pour essayer de créer ce type de structure. Mais il y a un enjeu fort, bien sûr. Marie-Christine ? Oui, je prends une autre question sur... alors, je lis, seuls les organismes souverains, voire supranationaux, peuvent contribuer à la réelle matérialisation du coût des externalités. Ni les banques, ni les corporates ne pourront y arriver, même avec la meilleure volonté du monde. À un moment, les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Le secteur privé et associatif ne peut pas tout.
C'est un peu ce dont on parlait. Oui, ça. Je crois que je pense que les uns et les autres vont approuver, je leur laisse la parole, mais M. Jacquemin, mais c'est ce qui est exactement à l'œuvre au plan européen, hein, avec le projet de taxonomie et les débats politiques, c'est bien naturel entre les États membres. Voilà. Voilà une question. M. Jacquemin, c'est pas mon avis, mais. Non, je confirme. Hein, c'est vrai que, in fine, il y a que ça soit le besoin d'harmonisation, le besoin de mettre en place des marchés permettant de mieux pricer l'externalité, etc. C'est vrai que c'est du ressort, in fine, de la sphère politique. Et c'est à l'œuvre. En Europe. Hein. Après, il y a la problématique mondiale, le Japon, la Chine, les États-Unis, etc. C'est des sujets G20, Conseil de stabilité financière, BRI, enfin tous. Voilà. Donc, quelques années ou des décennies de débat en vue. Marie-Christine. Il y en a une sur la lisibilité des primes et des aides publiques. Parfois perçu comme un millefeuille illisible par les acteurs du réseau. Alors, Giraudet peut-être, oui, est-ce que cette dimension de communication et de distribution, vous l'évoquiez voilà. Oui, bien sûr, c'est un enjeu. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question liée qui était, est-ce qu'il n'y a pas concurrence entre les aides financières et les prêts bancaires? En fait, en théorie, il n'y a pas concurrence puisque les ménages peuvent tout cumuler. Mais en pratique, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à tout cumuler parce que il y a beaucoup de choses avec des canaux différents. Et donc, c'est sûr qu'une solution pour ça, c'est d'avoir un guichet unique de financement. C'est une mesure qui revient souvent et dont on parle beaucoup et qui est censée se mettre en place, mais qui bute sur multiples obstacles. Voilà. En tout cas, en théorie, ça existe, mais en pratique, on voit bien que ça ne simplifie pas grand-chose. Mais en tout cas, ce que je propose, moi, c'est-à-dire de confier les éco-prêts à une banque publique, ça s'appuierait sur ces guichets uniques. Je pense que c'est effectivement une voie de simplification, mais ça demande aussi beaucoup de besoin de formation de tout l'écosystème, pas uniquement bancaire, mais de la rénovation. D'accord. Marie-Christine, une dernière question peut-être. Oui. Une question peut-être d'organisation interne au système bancaire. Quid des seniors qui bossent dans la banque et qui auraient besoin de plus de visibilité au sein de l'organisation, donc des questions de formation et de développement de talents. D'accord, donc c'est le sujet de la formation continue. Je ne sais pas si Franck Bancel, vous avez réfléchi à ces questions et si M. Jacquemin, voilà, après la formation continue dans le secteur bancaire, c'est quelque chose de bien établi, donc j'imagine que vous adressez ces sujets-là. M. Jacquemin. Oui, effectivement, hein, on est soucieux de former l'ensemble de nos collaborateurs et en l'occurrence, on a préparé, et c'est en cours de mise en œuvre cette année, un socle de formation minimum pour tous nos collaborateurs en matière de notions d'environnement, risque environnemental, etc. Donc, c'est destiné à l'ensemble de nos collaborateurs. Et au-delà de ça, il y a des formations beaucoup plus poussées sur différents aspects qui, là, sont plus ciblés. Mais on a bien la volonté, effectivement, c'est absolument essentiel. Comme je disais, en fait, il faut que cette dimension, elle soit vraiment au cœur de ce que nous faisons avec nos clients. Et donc, ça s'adresse vraiment au plus grand nombre. D'accord. Peu importe l'âge, c'est pas uniquement, bien sûr, on a besoin des forces vives, des jeunes, et Dieu merci, mais je veux dire, c'est vraiment important que ça soit il faut que ça diffuse, bien sûr. Et Franck Bancel, un dernier point, puis ce sera notre dernier mot, et je prendrai juste la parole 2 minutes après. Non, sur la formation permanente, nous, on s'est peu investi, en tout cas dans le département, parce que c'est pas l'objet. C'est pas l'objet de mon département, c'est plutôt Marie-Christine qui gère ce type d'objet. Maintenant, il est clair que toutes les banques tentent de sensibiliser l'intégralité de leur personnel à ces problématiques, et que vous avez, en tout cas dans les banques, des programmes de formation en ligne, des certificats qui sont proposés aux collaborateurs. Donc, il y a quand même des vrais efforts qui sont faits pour
pour que les personnels soient sensibilisés. D'accord. Au-delà de ça, c'est Marie-Christine qui est l'experte de ce type de thématique. Voilà. Et le sujet, c'est pas les banques, c'est aussi l'ensemble de l'économie, des opérateurs économiques. Voilà. Hein, donc, bon, on va en rester là. Enfin, Christine, vous voulez dire un mot, non? Oui, bien, merci beaucoup. Je voudrais tous vous remercier, les intervenants, pour vos interventions remarquables et remarquées. Vous remercier tous les invités pour votre fidélité au matinal des ponts. Pensez à répondre au court questionnaire qui vous est envoyé juste à la fin de cette matinale. Ça nous permet de nous améliorer de matinale en matinale et de pouvoir bien répondre justement à vos besoins de formation interne, de recherche, de recrutement. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine matinale. La prochaine matinale aura lieu le 28 juin. D'accord. Et moi j'adresse vraiment un très très grand merci à nos intervenants. On peut pas les applaudir, on peut les applaudir virtuellement. Voilà, d'avoir joué le jeu et voilà pour leurs exposés à la fois passionnants, précis. Merci infiniment. Et puis on se donne rendez-vous donc pour le mois de juin. Merci Marie-Christine, merci à tous. Merci. Et bravo, merci. Au revoir. Merci à vous. Bientôt. Merci, au revoir. Merci.